Itom, un ingénieur qui a longtemps travaillé dans le pétrole au Moyen-Orient. Son nom, Bernard Mougin. Il a accepté de nous recevoir dans son bureau d'Alicante. Une rencontre en coup de vent. Il arrivait d'Allemagne et il repartait en soirée vers Paris. Un livre paru en 2005 allait changer le cours de sa vie. Quand Al Gore a sorti son livre sur le fameux problème du CO2 et environnemental, ça m'a extrêmement, non pas choqué, mais ça a attiré mon attention. Et il y a une chose qui a attiré mon attention immédiatement en disant mais le CO2, Al Gore est en train de démoniser, il a raison parce qu'il ne faut pas trop en mettre, mais d'un autre côté on a besoin du CO2 pour la vie. La base de la vie c'est le CO2. S'il n'y avait pas eu de CO2 sur Terre, il n'y aurait pas eu de photosynthèse et il n'y aurait pas eu de vie. Le CO2, le dioxyde de carbone, c'est la nourriture des plantes. Il les aide à croître, donc à produire de la biomasse, en exploitant la lumière du soleil, d'où le nom de photosynthèse. Depuis toujours, les plantes utilisent le CO2, un élément fondamental du cycle de l'énergie lié à la vie sur notre planète. L'idée est venue immédiatement en disant mais si le CO2 est à la base de la vie et en réalité l'énergie c'est le carbone, pourquoi ne pas récupérer le CO2 ? La question est brûlante d'actualité. Alors que la combustion des énergies fossiles telles que le charbon, le gaz naturel et le pétrole dégage des quantités industrielles de CO2, un gaz à effet de serre puissant responsable en partie du réchauffement planétaire. Mais comment récupérer cet excédent de CO2 et l'empêcher de se retrouver dans l'atmosphère ? La réponse la voici. Le phytoplancton, le plancton végétal, c'est l'ensemble des organismes qui vivent en suspension dans l'eau. Il représente à lui seul 50% de la biomasse produite sur la planète. Sa nourriture, le fameux CO2, sans lequel il ne peut vivre et se multiplier. Quand ces organismes meurent, ils tombent sur les fonds marins où ils s'accumulent. À la longue, les sédiments recouvrent ces végétaux microscopiques qui commencent alors à se dégrader. Sous la pression et la chaleur, le CO2 contenu dans le phytoplancton se transforme en chaîne de carbone, comme celle que l'on trouve dans le pétrole fossile. Ce sont les fameux hydrocarbures, pétrole, gaz et charbon, dont notre civilisation ne peut se passer pour l'instant. Mais comment produire ce combustible de remplacement? En s'inspirant de la nature et de la manière dont elle a produit les hydrocarbures. Bernard Mougin s'est donc naturellement tourné vers les micro-organismes contenus dans le phytoplancton. Ce sont de véritables magiciens capables de changer la lumière et le CO2 en matière organique. Ces algues, invisibles à l'œil nu, sont généralement formées d'une seule cellule qui réunit toutes les fonctions essentielles à sa survie. Respiration, photosynthèse et reproduction. Elles ont colonisé tous les recoins de la planète. Ces micro-algues sont d'authentiques usines biochimiques en miniature. Certaines espèces produisent une grande quantité de lipides, en particulier des acides gras, qui dans certains cas ressemblent à du pétrole. Microalgues plus CO2 plus soleil plus eau. L'équation prend forme, mais comment la mettre en pratique? Première décision, s'installer à Alicante, là où le soleil et la mer sont toujours au rendez-vous. Deuxième décision, trouver les spécialistes qui voudront participer à l'aventure. Troisième décision, construire une usine pilote dotée de laboratoires de première classe. Voici le saint des saints, des microalgues triées sur le volet. Derrière ce choix, le biologiste Frédéric Fonlu. On va chercher des algues qui se multiplient,
et qui ait une concentration d'énergie très élevée dans la biomasse. Quand on a fixé ces critères, on a élu une vingtaine d'espèces que l'on maintient. D'accord ? Ça, ce seraient les souches mères. À partir de là, on extrait de ces souches des algues que l'on va concentrer et ensemencer les photobioréacteurs de production. Ces microalgues, l'entreprise est allée les chercher directement dans la mer. Dans cette tasse d'eau de mer, ça grouille de vie. Il y a 2 ans, l'équipe de Frédéric Fonlu a trouvé une espèce particulièrement intéressante. Riche en lipides, elle est aussi naturellement riche en oméga 3. Pour savoir si cette microalgue pouvait supporter les rigueurs d'une culture intensive, l'équipe de développement est passée en phase pré-industrielle en s'associant à un partenaire qui lui fournit le CO2, une cimenterie. Un choix éclairé, car les cimenteries sont responsables de 10% de tout le CO2 produit par les industries lourdes. C'est dans les gaz expulsés par cette immense cheminée industrielle que l'ingénieur Jésus Gilles vient chercher le CO2 dont ils ont besoin. Mais ces gaz contiennent des impuretés qu'il faut enlever. Voici l'unité de traitement des gaz. Là, on voit la colonne dans laquelle nous allons traiter les gaz en y injectant de liquide. Résultat, des gaz où il n'y a plus de soufre, ni de solide en suspension. Le CO2 nettoyé est alors injecté dans les photobioréacteurs contenant une base de microalgues. On a une première phase qu'on appelle la croissance. Avec la lumière, elle croît, elle se multiplie et elle monte jusqu'à une concentration qu'on appelle de production. Quand on arrive à cette concentration de production, on récolte tous les jours. La concentration des microalgues est alors phénoménale. Entre 200 et 500 millions de cellules par millilitre, l'équivalent de quelques gouttes d'eau. Quand un tube devient vert, c'est que la quantité de microalgues est à son maximum. On passe alors à l'étape suivante, l'extraction de la biomasse. Le contenu des tubes est acheminé à l'intérieur de l'usine pilote jusqu'à cette centrifugeuse qui extrait 99% de l'eau. Impossible de voir comment fonctionne cette machine, secret industriel. Ce qui demeure, c'est cette biomasse, cette pâte. Cette pâte épaisse, visqueuse, qui sent très fort le marais et le bord de mer, pourrait bien transformer le monde. Le futur est dans mes mains. C'est cette biomasse, cette pâte, que nous allons transformer en biocombustible. Mais d'abord, cette pâte doit passer par le contrôle de qualité. Le résultat est probant. Non seulement l'espèce de microalgue choisie prolifère rapidement dans les tubes, mais surtout elle produit une biomasse riche en lipides, plus particulièrement en acides gras, ce qui est le but recherché. Les acides gras sont en fait des chaînes de carbone qui présentent une grande similitude avec celles contenues dans les hydrocarbures fossiles, au point où ils pourraient les remplacer. Il ne reste plus qu'à se livrer à un raffinage léger, comme on le fera avec un pétrole de bonne qualité. Voici le biopétrole que l'on obtient. En fait, nous copions la nature. Enfin, le moment de vérité. Le moteur fonctionne bien. On a même déjà fait voler un petit avion avec ce genre de pétrole vert. Le pouvoir calorifique, c'est-à-dire la valeur énergétique d'un baril de pétrole conventionnel lors de sa combustion, est défini en kilocalories par kilogramme. L'essence, par exemple, montre une valeur énergétique de 10 500 kilocalories par kilogramme.
Vérifiée par des experts indépendants, celle d'un baril de pétrole à base d'algues est de 9700 kcal par kilogramme, ce qui est très proche de l'essence. Mais la grande différence, c'est que chaque baril de pétrole vert élimine une tonne de CO2 qui normalement aurait été relâchée dans l'atmosphère. Voici le calcul. Il faut 2 tonnes de CO2 pour produire un baril de pétrole vert de la société de biopétrole. Mais ce même baril ne libère qu'une tonne de CO2 lors de sa combustion. Gain net, 1 tonne de CO2 en moins dans l'atmosphère. C'est un bonus pour les grandes entreprises comme les cimenteries, les centrales thermiques au charbon ou au gaz, les incinérateurs et toutes les autres usines de transformation polluantes. Reste maintenant à savoir si l'utilisation sur une base industrielle du système sera rentable. C'est l'étape ultime. Entre l'usine pilote où les microalgues sont dorlotées et la production à grande échelle, alors qu'il y aura des milliers de tubes en opération, il y a une marge. Dans cette aventure, Bernard Mougin a fait alliance, tout comme ses concurrents, avec les plus vieilles créatures de la Terre. Ce sont elles, ces algues microscopiques, qui ont transformé notre planète au cours des âges. Et elles sont encore là aujourd'hui, à l'avant-garde du changement.